Bonjour à tous et bienvenue, au webinaire qui est intitulé «Pouvoir d'achat et politique de mobilité, quelles nouvelles opportunités pour les entreprises?» Donc je vois que les connexions, augmentent petit à petit. Je vous propose d'attendre, quelques minutes, le temps que tout le monde ait le temps de se connecter et de démarrer, le webinaire, dans la foulée. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Ah, hop. Bonjour à tous. Bon, je vois qu'il y a pas mal de connexions. Donc on va commencer. Donc pour rappel, le webinaire est intitulé «Pouvoir d'achat et politique de mobilité, quelles nouvelles opportunités pour les entreprises?» Ce webinaire va être co-animé par, Edenred, qui est le leader, des solutions digitales de paiement fléché comme tickets restaurant, Kadéos et télétravail Edenred. Il va être co-animé également par, Fromont Briens, qui est un cabinet d'avocats leader en droit social et les droits du travail. Également par Betterway, qui est le premier compte, universel dédié à la mobilité des salariés. Donc déjà, je tenais aussi également, bonjour, l'image est figée et plus aucun son. Non, c'est pas normal, je pense que vous devez faire des modifications. Du coup, je voulais déjà tous vous remercier pour l'engouement qu'a eu ce webinaire parce qu'on a eu, pas mal, d'inscriptions. Si jamais durant ce webinaire, vous avez des questions, on essaiera d'y consacrer un moment à la fin pour pouvoir y répondre. Donc n'hésitez pas, il y a un petit onglet, questions qui est en bas à droite, de votre écran. Vous pouvez, poser toutes vos questions ici. On essaiera de les compiler et de les rassembler pour pouvoir répondre à toutes les questions. Si jamais on n'arrive pas à répondre à toutes, les questions et qu'il y a des questions, auxquelles on n'a pas encore pu apporter de réponse, on vous enverra un petit mail avec les réponses manquantes. Donc voilà, on va commencer le webinaire. Comme je vous le disais, il y a maître, Lauriane Morette qui intervient pour le cabinet Fromont-Briens. Il y a Aymar de Lestrange qui est directeur stratégie et développement Edenred France et qui va également, intervenir sur ce webinaire. Et enfin, Denis Saada qui est le président de Betterway et qui interviendra en fin de webinaire. Au niveau, heu, au niveau de la structure et des différents thèmes qu'on va aborder aujourd'hui, en première partie, Lauriane Morette interviendra sur la partie législation, vecteur de pouvoir d'achat. Donc elle vous fera un petit, récapitulatif des évolutions, législatives qu'il y a eu, au courant de l'été, enfin durant l'été. Ensuite, Aymar de Lestrange interviendra sur, la mobilité comme enjeu, central, pour les entreprises. Enfin, Denis Saada nous présentera le compte, mobilité universelle comme, solution. Et enfin, on aura un petit temps, comme je vous le disais, juste avant pour les questions-réponses.
Élise, a priori, dans le chat, il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas de son, écran noir. Est-ce que, certains peuvent confirmer que cela fonctionne? Tout est OK pour moi, tout marche très bien. OK. Bon. Je vais laisser, Lauriane prendre la parole et je vais regarder si potentiellement il y a des réglages à faire de mon côté, mais je pense que c'est peut-être des réglages de votre côté à faire. Vous avez un bouton gérer, au milieu où vous pouvez gérer, le son et cetera. Eh bien, ça a l'air de fonctionner. En tout cas, côté chat, tout le monde dit que, Ouais, heu ça a l'air d'être OK à part quelques personnes, donc au cas n'hésitez où, pas. si jamais, il y a toujours des problèmes, j'essaie de regarder de mon côté pendant la prise de parole de Lauriane, mais si jamais, il y a toujours des problèmes, un replay vous sera envoyé, juste à la fin du webinaire. Voilà. Lauriane, je te laisse, prendre, la parole, pour ta partie. Merci Élise et bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints. On va faire le point sur l'actualité législative et réglementaire, sur la mobilité au sens large et plus précisément sur le forfait mobilité durable et sur le crédit mobilité. Quelques petits éléments d'actualité en premier lieu. En 2019, la loi LOM et son décret d'application ont eu pour objectif de favoriser la mobilité des salariés et de rendre attractifs les déplacements quotidiens entre le domicile et le lieu de travail. L'idée était d'améliorer le pouvoir d'achat des salariés et de leur permettre de recourir à différentes mobilités. C'est dans cet objectif-là que la loi de finances rectificative pour 2022 a introduit une meilleure prise en charge des frais de transport des salariés pour les années à venir, les années 2022 et 2023. On a essentiellement 3 actualités à retenir de cette loi de finances rectificative pour 2022. La première des actualités, c'est la prise en charge facultative additionnelle des abonnements de transport collectif public exonérés à hauteur de 25%. Pour rappel, et comme vous devez être nombreux à le savoir aujourd'hui, l'employeur a l'obligation de prendre en charge à hauteur de 50% les frais d'abonnement au transport public de ses collaborateurs. Cette prise en charge, elle est exonérée de cotisations sociales et de CSG-CRDS. Avant cette loi de finances rectificative, toute prise en charge qui était facultative de l'employeur, au-delà de ce seuil de 50%, n'était pas exonérée. La nouveauté de cette loi rectificative, c'est l'extension pour les années 2022 et 2023 d'une exonération à un pourcentage de 25% lorsque l'employeur décide de réaliser une prise en charge additionnelle. Un exemple qui va vous parler à tous, le Navigo en région parisienne, qui est à hauteur de 75 €. La part obligatoire, c'est 37,5 €. Celle-ci, elle est exonérée par de cotisation de sécurité sociale et de CSG-CRDS. C'est la part obligatoire de l'employeur. Eh bien, à présent, et pour les années 2022 et 2023, 25% en plus, donc 18,75 € vont être exonérés. C'est-à-dire que l'employeur pourra verser à ses salariés, s'il le souhaite, 56,26 € par mois, le tout exonéré à la fois de cotisations de sécurité sociale et de CSG-CRDS. L'idée étant bien sûr d'amener de plus en plus les collaborateurs à utiliser les transports en commun. La deuxième actualité de cette loi de finances, c'est celle qui concerne la prime transport. La prime transport, elle est désormais ouverte à l'ensemble des salariés. Avant cette loi de finances, il y avait des conditions alternatives assez restrictives pour le recours à cette prime transport. Il fallait que soit la résidence du salarié se trouve dans une commune non desservie par un transport collectif régulier, soit que l'utilisation du véhicule personnel du salarié soit indispensable par rapport à ses horaires de travail. La loi de finances rectificative, elle élargit et elle supprime ces deux conditions que je viens de vous énoncer pour les années 2022 et 2023. C'est-à-dire que désormais, et pour ces 2 années à venir, la prime transport, elle est ouverte à tous les salariés qui utilisent leur voiture personnelle pour leurs déplacements entre leur résidence et leur lieu de travail. Seconde nouveauté de cette loi de finances, c'est effectivement la possibilité de cumuler désormais la prime transport avec la prise en charge obligatoire par l'employeur des frais d'abonnement au transport en commun. L'idée, c'est vraiment de jouer sur plusieurs mobilités en même temps, à la fois la mobilité verte avec les abonnements au transport en commun et à la fois
le fait de pouvoir cumuler quand même cela avec l'utilisation d'un véhicule personnel. L'idée, c'est de ne pas imposer aux salariés tout de suite et de manière trop brutale cette mobilité verte, mais de l'accompagner. La dernière nouveauté et troisième actualité de cette loi de finances rectificative, et non des moindres, c'est l'augmentation des plafonds d'exonération du forfait mobilité durable. Vous avez deux hypothèses où on a augmenté ce plafond. Lorsqu'il y a un cumul entre le forfait mobilité durable et la prime transport, ce cumul est désormais porté à 700 € par collaborateur par année civile pour les années 2022 et 2023. Et lorsqu'il y a un cumul entre le forfait mobilité durable et la prise en charge de l'abonnement transport public, eh bien ce cumul est porté à 800 € par année civile et par salarié. Pour mémoire, avant, on était sur des montants bien moindres, on était sur 500 € et 600 €. D'accord ? Là, on augmente ces deux cumuls à 700 € pour le cumul FMD prime transport, 800 € pour le cumul FMD abonnement transport public. Pour revenir plus précisément sur le crédit mobilité lorsqu'il est mis en place dans l'entreprise. Le crédit mobilité, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est une pratique qui s'est développée ces dernières années qui consiste à renoncer pour le salarié à l'utilisation de son véhicule de fonction et à bénéficier en échange de cette renonciation d'un compte mobilité crédité d'une somme équivalente à la valorisation de sa voiture de fonction. Ou alors de consentir à conserver le bénéfice de son véhicule de fonction, mais en l'échangeant contre un modèle de voiture plus petit et qui va moins consommer, pour là aussi être crédité sur son compte mobilité de la différence monétaire de coût pour l'employeur. Avec ce crédit mobilité, le salarié va pouvoir dépenser la somme de son crédit pour des transports de nature professionnelle ou personnelle, pour utiliser par exemple l'achat de billets de train, les transports en commun ou encore louer une voiture, même pour ses vacances. L'idée de ce crédit mobilité est donc là aussi de favoriser différentes mobilités et d'amener progressivement les salariés à délaisser la voiture de fonction au gré d'autres mobilités plus vertes. Attention quand même, ce crédit mobilité, contrairement au forfait mobilité durable, on va y revenir un petit peu plus tard, il est considéré comme un avantage en nature. Avantage en nature, ça veut dire que c'est un élément de rémunération, il est pleinement assujetti, comme si vous payiez du salaire. Comment mettre en place mon crédit mobilité dans mon entreprise ? Il est mis en place par accord collectif ou par décision unilatérale, après avis du CSE. Dans cet accord collectif ou cette décision unilatérale, on va pouvoir y définir les salariés bénéficiaires, les montants, c'est-à-dire le budget annuel qui va être défini selon le type de véhicule de fonction auquel a le droit le salarié, ou encore les critères d'attribution de ce crédit mobilité avec la possibilité pour le salarié de renoncer à ce crédit à tout moment, de récupérer son véhicule de fonction, ou alors à l'inverse de délaisser son véhicule de fonction et de récupérer un crédit mobilité. Dans cet accord ou dans cette décision unilatérale, on pourra également encadrer les conditions et les modalités d'utilisation de ce crédit mobilité. On pourra prévoir certaines avances sur frais professionnels et également prévoir des garanties en matière de traitement des données personnelles du collaborateur. Le FMD, désormais, le forfait mobilité durable, c'est la mesure phare de cette loi LOM, de ce décret d'application et qui a été remis sous les projecteurs à cet été 2022 avec le rehaussement des plafonds qui le concernent de cette loi finance rectificative. Quels sont les bénéficiaires ? On refait quand même quelques petits points sur les bénéficiaires de ce forfait mobilité durable. Il y a l'application du principe d'égalité de traitement qui a pour explication en termes de forfait mobilité durable que ce forfait doit bénéficier à l'ensemble des salariés au sein d'une entreprise, peu important le type de leur contrat de travail, qu'ils soient en CDI, en CDD, en contrat de travail temporaire ou encore en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Les télétravailleurs et les salariés qui ont plusieurs lieux de travail sont parfaitement éligibles à ce dispositif et ne peuvent pas en être exclus. Autres bénéficiaires qui sont, eux, bénéficiaires de manière plus particulière, on va dire, les stagiaires sont souvent inclus, même s'ils ne sont pas titulaires d'un contrat de travail. Il n'y a pas d'obligation de les inclure et de leur permettre de bénéficier de ce forfait mobilité durable, mais on constate en pratique
que le choix est fait par les entreprises de les inclure. De la même manière, les salariés à temps partiel, bien entendu, sont inclus dans ce bénéfice du forfait mobilité durable, mais vont, eux, obtenir un montant qui va être proratisé compte tenu de leur temps de travail. À l'inverse, certaines exclusions peuvent être prévues du bénéfice du forfait mobilité durable. Ce sont par exemple les salariés qui ont une faible ancienneté, si l'employeur, encore une fois, et les négociateurs de l'accord collectif le souhaitent. On peut très bien définir une condition d'ancienneté pour pouvoir accéder au bénéfice de ce forfait mobilité durable. On peut aussi exclure les salariés qui sont en période de préavis, qui sont sur le point de quitter l'entreprise. On peut aussi décider d'exclure les salariés qui bénéficient d'ores et déjà d'une voiture de fonction ou bien ceux qui n'engagent aucun frais pour se déplacer entre leur domicile et leur lieu de travail. Quelles sont les mobilités qui sont concernées par ce forfait mobilité durable? Eh bien, le champ des possibles est extrêmement vaste. Cela va effectivement du vélo à assistance électrique ou non, du vélo personnel ou du vélo de location, au covoiturage, en passant par les transports en commun ou encore certains engins de déplacement personnel motorisés. En pratique, on observe deux tendances dans les entreprises qui décident de mettre en place ce forfait mobilité durable. Soit ils proposent aux collaborateurs l'intégralité des mobilités qui sont éligibles, en laissant le choix aux salariés de pouvoir choisir quelles sont les mobilités qu'ils souhaitent utiliser, ou alors certaines entreprises décident de se concentrer sur une offre mobilité très spécifique, par exemple de choisir uniquement le vélo, ou de choisir le vélo plus le transport en commun dans d'autres cas. À savoir qu'actuellement, à la rentrée de septembre 2022, donc au moment où nous parlons, le ministère de la Transition écologique est déjà en train de réfléchir à l'élargissement des mobilités durables, en réfléchissant même à l'étendre aux VTC, aux taxis vélos et même à la marche à pied. Ce qui est intéressant, évidemment, avec ce forfait mobilité durable, et c'est vraiment l'intérêt majeur de ce dispositif législatif, c'est qu'il est exonératoire de cotisations de sécurité sociale et de CSG-CRDS par année civile et par salarié pour les entreprises du secteur privé et pour les entreprises du secteur public. Les plafonds d'exonération ont été déjà augmentés par 2 fois. La première fois, c'était uniquement 500 € lorsque ce dispositif a été créé en 2019, et à présent, on est sur des montants bien plus élevés, ce qui met bien en lumière le fait que le législateur et le gouvernement ont vraiment à cœur de développer ce forfait mobilité durable et de le rendre attractif à la fois pour les entreprises et à la fois pour les collaborateurs. Le plafond aujourd'hui d'exonération, il est de 700 € par salarié et par année civile en cas de cumul avec le transport en commun et le forfait mobilité durable pour les années 2022 et 2023. Et il est à hauteur de 800 € par salarié et par an en cas de cumul entre le forfait mobilité durable et la prise en charge obligatoire par l'employeur de l'abonnement de transport en commun. Cette exonération, attention, elle s'entend comme exonération par année civile, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Cette période de référence, elle n'est pas modifiable par voie d'accord, elle est uniquement figée dans le temps sur l'année civile, 1er janvier, 31 décembre. Deux incidences à cela, il va falloir penser à proratiser ces montants d'exonération plafonnés, si on ne veut pas avoir de problème avec l'URSSAF. Il va falloir donc proratiser pour une entrée ou une sortie du collaborateur en cours d'année. Et il va falloir aussi également bien veiller à ne pas autoriser le report d'une année sur l'autre en cas de reliquat, par exemple, si le collaborateur n'a pas utilisé l'entièreté de son plafond, on ne peut pas décider, même avec l'accord du collaborateur, de reporter le restant de ce plafond d'exonération sur l'année qui suit. Quelles sont les modalités de preuve pour bénéficier de cette exonération? Parce que c'est une chose de connaître l'exonération théorique et le montant théorique de cette exonération, c'en est une autre d'être parfaitement carré vis-à-vis de l'URSSAF et de n'avoir aucune difficulté à démontrer qu'on a bien utilisé le plafond d'exonération dans les conditions qui étaient imposées par la loi. Pour bénéficier de cette exonération, l'employeur doit s'assurer que l'utilisation du forfait mobilité durable par le salarié est effective et conforme à son objet.
conformation de l'objet, c'est-à-dire que ça doit concerner uniquement les trajets entre le domicile et le lieu de travail. L'employeur doit, dans ce cas, conserver une preuve de cette utilisation effective et conforme, à minima par la collecte d'une déclaration sur l'honneur de chacun des collaborateurs de l'utilisation conforme du forfait mobilité durable aux mobilités qui sont éligibles, ou bien par la conservation des justificatifs de paiement du salarié pour les frais de mobilité engagés. Très important à noter que dans la foire aux questions, la récente foire aux questions qui a été publiée par le ministère de la Transition écologique le 5 septembre dernier, le ministère a précisé une liste des justificatifs recevables et donc qui vont faire foi par rapport à l'application de cette exonération de cotisations de sécurité sociale et de CSG-CRDS selon les modes de transport. Pour tous les modes de transport, le ministère nous dit qu'une attestation sur l'honneur est suffisante. Pour l'utilisation d'un vélo, elle préconise l'utilisation d'une attestation sur l'honneur ou de l'utilisation d'une application qui permet de conserver et de permettre cette conservation et cette utilisation des justificatifs de paiement. Pour le covoiturage, de la même manière, le ministère encourage soit à la collecte d'attestations sur l'honneur pour les trajets qui sont réalisés par une plateforme, soit par la conservation des justificatifs de paiement. Et dans tous les autres cas, lorsqu'il s'agit d'achat, par exemple, d'un vélo, électrique ou non, le ministère encourage la conservation des factures, donc là encore, des justificatifs de paiement pour les abonnements à des services, par exemple, de maintenance, d'entretien du vélo, ou pour l'achat du vélo, ou alors l'achat d'un accessoire de sécurité, d'un accessoire de maintenance rattaché à son vélo. Quel est le support juridique de la mise en place de ce forfait mobilité durable? Parce qu'une fois qu'on a compris quel était le plafond, quelles étaient les mobilités et les bénéficiaires concernés, il faut mettre en musique tout ça. Et pour exister, le forfait mobilité durable nécessite un support, un véhicule juridique. La priorité est donnée à l'accord collectif d'entreprise, d'interentreprise ou à défaut de branche professionnelle, dans les conditions de négociation classiques qui s'appliquent déjà, avec le principe évidemment que la conduite des négociations doit se faire de manière loyale. La priorité est donnée aux délégués syndicaux dans une entreprise, mais la négociation peut se dérouler de manière très classique et dérogatoire avec un ou plusieurs élus du CSE mandatés ou non mandatés par une organisation syndicale représentative. Cet accord, il peut être à durée indéterminée ou même déterminée. Tout dépend si la mise en place du forfait mobilité durable est décidée par exemple à l'occasion des négociations annuelles obligatoires ou bien si elle se fait en dehors des négociations annuelles obligatoires. Les deux hypothèses sont possibles. Vous pouvez décider à tout moment, pendant vos NAO, en dehors de vos NAO, de conclure un accord collectif sur la mobilité. C'est un thème obligatoire de la mobilité, donc vous y êtes largement encouragé. Vous pouvez le mettre donc dans votre accord NAO, en dehors de votre accord NAO, pour une durée déterminée parce que vous voulez faire un test dans votre entreprise ou pour une durée indéterminée parce que vous voulez vous engager sur le long terme. En cas d'échec des négociations, et uniquement dans ce cas-là, alors vous pouvez décider de passer par voie de décision unilatérale avec information et consultation préalable de votre CSE si vous en avez un dans l'entreprise. Pour conclure cette partie juridique assez dense, un dernier point extrêmement important, c'est le contenu de mon accord collectif ou de ma DUE. Une fois que j'ai décidé que j'allais négocier un accord collectif, par exemple, que mes partenaires sociaux sont d'accord, il faut s'entendre sur ce qu'on y inclut dans cet accord collectif. Le contenu, il est relativement libre. Il faut à minima, et c'est la recommandation que j'aurai aujourd'hui, définir 3 points qui me semblent essentiels. Le premier point, c'est le montant de ce forfait mobilité durable avec l'application des 2 critères, 700 € ou 800 € selon les 2 hypothèses de cumul qu'on a vues précédemment. Ça, c'est première des choses à inclure dans mon accord collectif. Second point très important, les critères d'attribution de ce forfait. Est-ce que je souhaite le réserver à une certaine catégorie d'ancienneté de salariés? Comment est-ce que je décide d'organiser les hypothèses d'entrée et de sortie des collaborateurs en cours d'année? Et troisième point très important à définir dans mon accord collectif, les modalités du versement de ce forfait mobilité durable. Est-ce que je souhaite organiser un versement mensuel, trimestriel, semestriel, avec
possiblement des acomptes de ce forfait pour pouvoir permettre les achats un peu plus chers, par exemple lorsque le collaborateur veut acheter un vélo. Il faut organiser ces 3 points-là, à mon sens, à minima, dans un accord collectif. Si on reprend quelques exemples de contenu de ces accords collectifs, en premier lieu, par exemple, les critères d'attribution. Il faudra veiller à ce que le FMD puisse bénéficier à l'ensemble des salariés. C'est-à-dire qu'en application de ce principe d'égalité de traitement, on ne va pas pouvoir exclure, par exemple, les salariés qui ont un contrat à durée déterminée, puisqu'il n'y aurait pas de raison objective de les exclure du bénéfice du forfait mobilité durable. Les exclusions de ce bénéfice du FMD sont extrêmement rares. Ça peut être, par exemple, certaines entreprises qui ont des établissements multiples répartis sur toute la France et qui veulent faire varier le montant selon le lieu d'implantation de l'établissement, parce que les coûts de transport, d'abonnement dans le transport en commun sont différents d'un établissement à un autre, par exemple. C'est, vous voyez, à la marge. On pourra exclure certains salariés selon les durées d'ancienneté ou encore selon le fait qu'ils sont en période d'essai ou en préavis. Mais c'est à mon sens, et au sens de la doctrine jusqu'à présent, les très seules hypothèses d'exclusion de certains collaborateurs du bénéfice de ce FMD. Second point est très important, les modalités d'utilisation de ce forfait. Il va falloir définir la manière dont va être contrôlée l'utilisation des mobilités durables par le salarié. Est-ce que je vais recourir à une solution de gestion dématérialisée et externalisée, comme Betterwell le propose par exemple, ou comme d'autres prestataires peuvent le proposer, parce que finalement, en interne, je n'ai pas la ressource suffisante et c'est surtout très chronophage d'organiser ce contrôle des mobilités durables et l'utilisation que mes collaborateurs en font, de manière quotidienne, éventuellement. Il va falloir définir éventuellement et encadrer une pratique d'utilisation minimale et maximale. On peut très bien imaginer un nombre de jours par semaine, par mois, ou un nombre de kilomètres parcourus par collaborateur. Certaines entreprises peuvent réserver le bénéfice du forfait mobilité durable aux salariés qui parcourent des distances supérieures à 4 km, ou encore qui utilisent certaines mobilités plus de 15 jours par mois. Ce sont des définitions et des préconisations que vous pouvez inclure dans votre accord collectif. On peut aussi très bien définir des utilisations maximales du forfait par le salarié en disant que, par exemple, dans la journée, ils ont le droit à utiliser uniquement un aller-retour pris en charge au titre de ce forfait mobilité durable de manière maximale. Les modalités du versement de ce forfait sont aussi à définir dans votre accord collectif. Alors, vous avez un libre choix de la périodicité du versement, comme je le disais tout à l'heure. On peut faire le choix de la mensualisation, c'est ce qui a été, et c'est ce qu'on voit dans les accords collectifs qui ont été publiés à présent. C'est vraiment l'utilisation la plus facile et la plus facile à organiser en pratique par les entreprises et aussi pour les collaborateurs. C'est une mensualisation de ce forfait mobilité durable, avec une possibilité de réaliser certaines avances de frais. Liberté aussi pour l'employeur d'encadrer les périodes de suspension du contrat de travail, où on pourrait aussi imaginer une suspension de ce forfait de mobilité durable. Le salarié, effectivement, dont le contrat de travail est suspendu parce qu'il est en arrêt maladie, ne se rend pas à son lieu de travail, et on pourrait imaginer que pendant ce temps-là, son forfait mobilité durable est aussi suspendu. Important, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais de prévoir les situations d'arrivée ou de départ d'un salarié en cours d'année, et surtout ne pas oublier de proratiser le plafond maximal d'exonération pour ne pas avoir de difficultés avec leur SAF. Prévoir aussi l'édition d'un solde de tout compte de sortie et éventuellement de récupérer le trop perçu par le collaborateur en termes de forfait mobilité durable s'il part avant la fin de l'année. De manière facultative, et ça sera le dernier point que je recommanderais d'inclure dans l'accord collectif ou dans la décision unilatérale, c'est de prévoir des dispositions relatives à la prévention des accidents de trajet. On peut effectivement, et pour inciter les collaborateurs à utiliser ce forfait mobilité durable de manière pratique dans leur quotidien, l'employeur peut très bien imaginer et prévoir un budget dédié à la formation des collaborateurs en matière de sécurité routière ou en matière de sécurité au sens large, de maintenance de leur vélo, par exemple. On pourrait imaginer ça. C'est vraiment un contenu qui est très large
que vous pouvez inclure, là encore, dans l'idée que lorsqu'on met en place dans son entreprise un forfait mobilité durable, c'est effectivement pour que ce soit utilisé par les collaborateurs et donc, ou alors, on pourrait imaginer aussi, outre cette formation en sécurité routière, de rémunérer et de prévoir aux salariés le fait que l'on va payer leur équipement, payer des casques de vélo par exemple, payer des gilets réfléchissants, des lumières. Tout ce qui concerne la sécurité routière du collaborateur est, à mon sens, quelque chose à inclure dans votre accord collectif ou dans votre décision unilatérale. On voit donc à travers ce panorama à la fois législatif et réglementaire que le forfait mobilité durable et la mobilité au sens large offrent de nombreux avantages pour l'entreprise qui souhaite envoyer un signal fort d'amélioration de la qualité de vie au travail de ses collaborateurs. Sa mise en place suppose une concertation étroite entre les différents acteurs de l'entreprise parce qu'il va falloir effectivement inclure dans la boucle de vos échanges les gestionnaires paye, les acteurs RH, les juristes de droit social dans votre entreprise. Et puis, toute cette concertation est donc un travail de définition et de rédaction qui va mener alors, soit à un accord collectif, soit à une décision unilatérale, mais avec l'idée que cette rédaction concertée avec l'ensemble des interlocuteurs va être vraiment gage d'une utilisation réussie du forfait mobilité durable par les collaborateurs de l'entreprise. Bonjour à tous et merci à Lauriane pour ce panorama réglementaire extrêmement intéressant sur le sujet de la mobilité. Moi, je voudrais vous parler derrière de ce sujet central justement qui est en train de devenir la mobilité pour les entreprises et de pourquoi Edenred a choisi de s'associer à Betterway en observant un intérêt vraiment croissant de ce sujet de la mobilité au sein de nos clients. Si je prends un pas de recul, Edenred, notre métier, c'est de proposer et d'opérer des solutions dont l'objectif est d'améliorer le pouvoir d'achat et le bien-être des collaborateurs. Donc, on travaille sur des marchés très matures, comme le ticket restaurant ou le chèque cadeau. Et puis, il y a des marchés encore croissants, voire nouveaux. Et dans ces marchés, on a notamment identifié le marché de la mobilité, et en particulier de la mobilité domicile-travail. Ce marché, il est intéressant parce que au-delà des thèmes du pouvoir d'achat et du bien-être, il vient illustrer un troisième thème qui est vraiment croissant, qui porte plusieurs noms, qu'on peut appeler un thème écologique ou comportemental ou encore responsable, qui est en train de grandir au sein des entreprises. Si on fait un peu d'histoire sur le secteur des transports, qui est directement lié à celui de la mobilité, le siècle dernier a été l'essor de la voiture. Je pense qu'il n'y a pas besoin de prise de conscience collective. La voiture est connue pour être un des actifs polluants majeurs en France. Mais pendant toute cette période, en fait, la voiture n'a eu quasiment qu'une alternative qui était celle des transports en commun. Et ce qui change depuis quelques années, c'est justement la multiplication de ces alternatives. Ça a commencé par les véhicules en libre service qu'on a commencé à voir pulluler dans les différentes villes, par l'essor du covoiturage, par ensuite l'arrivée des véhicules électriques et notamment en partage de flotte. Et donc, cet essor de la voiture est réel, mais on sent qu'en face, on voit frémir les alternatives. Ces alternatives, elles sont d'autant plus importantes que quand on regarde un peu plus près les chiffres de la voiture, c'est encore une réalité pour les salariés aujourd'hui en France, puisque près de 3 salariés sur 4 vient travailler avec un véhicule personnel et donc pratique généralement ce qu'on appelle l'autosolisme, seul en voiture, aux mêmes heures de travail, et pas toujours pour des trajets longs. C'est parfois pour des trajets de moins de 10 km, en tout cas dans 60% des cas. Et donc l'idée derrière le contexte réglementaire que vous brossez, Lauriane, l'idée des pouvoirs publics, c'est évidemment de donner un coup de pouce, d'inciter à basculer vers des alternatives à la voiture. Pourquoi ces alternatives deviennent justement un enjeu central pour l'entreprise ? Eh bien, vous allez retrouver là, en fait, les 3 grandes verticales dont je vous parlais. Le bien-être, parce qu'aujourd'hui, on est dans un enjeu de rétention des talents, parce qu'aujourd'hui, il y a du turnover dans les entreprises, et donc, il faut apporter du bien-être, y compris en dehors du travail, quand on vient travailler ou quand on rentre chez soi le soir.
Le bien-être, c'est aussi l'enjeu sociétal dont je vous parlais, hein. C'est répondre aux demandes, aux usages, et notamment à l'essor du vélo. Le pouvoir d'achat, je pense que vous l'avez compris, le pouvoir d'achat, c'est vraiment la nature de l'avantage aux salariés. Et en l'occurrence, la mobilité est le deuxième poste de dépenses des ménages en France, donc un impact pouvoir d'achat énorme. Et puis cette fameuse troisième verticale, écologique et comportementale, parce que de plus en plus de politiques, mais aussi de salariés, ont des convictions RSE, et c'est du rôle de l'employeur de pouvoir répondre à toute ou partie de ces convictions. Ce triptyque, bien-être, pouvoir d'achat, écologie, il a été en plus accéléré, amplifié par la récente crise sanitaire, qui rend en fait cet enjeu de la mobilité encore plus central pour l'entreprise. Pourquoi? Notamment parce que le télétravail et ce qu'on appelle aussi le travail flexible viennent finalement rebattre un petit peu les cartes sur la façon d'aller au travail tous les jours et de rentrer tous les soirs. L'exemple que je prends souvent, c'est quelqu'un qui hésite à passer de la voiture au vélo, conscient de tout ce que ça peut avoir de bon, hésite à le faire 5 jours par semaine pendant toute une année. Mais si jamais on lui propose de passer en télétravail à mi-temps, finalement, l'engagement à prendre le vélo est réduit de moitié et ne porte plus que sur 2 ou 3 jours par semaine, ce qui peut le faire basculer. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on observe. Je pense que vous avez tous entendu parler aussi des coronapistes qu'on a pu voir pendant la crise sanitaire. Il y a un véritable essor qui est amplifié par l'accélération du télétravail et du travail flexible. Et cet essor, aujourd'hui, on le voit même dans son exemple le plus, on va dire, le plus fort, le plus marquant, qui est l'abonnement des longues distances. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pourrait même venir considérer que le trajet domicile-travail peut se faire en TGV, ce qui est évidemment très nouveau. Voilà, je voulais juste rebrosser un petit peu cet enjeu, parce que chez Edenred, on aime bien discuter avec nos clients, et que cet enjeu, ça fait plusieurs années qu'on le voit grossir. Cet enjeu, on l'a vu un petit peu freiné par la crise sanitaire, parce qu'en confinement, évidemment, les gens ne faisaient pas de domicile-travail, et donc le sujet s'est un peu tassé, et réaccéléré très très fortement à l'issue de la crise, avec aujourd'hui énormément de nos clients qui planchent sur ces sujets-là, qui l'ont déjà mis en place ou qui sont en train de le mettre en place prochainement. Donc pour nous, c'était important chez Edenred de proposer la solution la plus adaptée au marché et celle qui nous semblait être la plus universelle, la plus flexible. C'est pour ça qu'on a décidé de s'adosser à Betterway et à son compte mobilité universel. Et je pense que la meilleure personne pour vous en parler, c'est son président Denis, à qui je laisse la parole. Merci Marc pour cette transition. Bonjour à tous. Je vais vous parler assez rapidement de Betterway, mais surtout des conseils qu'on a à vous donner sur le déploiement de comptes mobilité. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, Betterway, c'est le pionnier du compte mobilité universel et de la gestion de la mobilité dans les grands comptes. On existe depuis maintenant 3 ans. Plus de 3 ans, on est une trentaine de collaborateurs et notre spécificité sur le marché, c'est d'être un expert de la mobilité. Nous sommes nés avec la loi mobilité, donc c'est pour ça que j'ai intervenu assez fréquemment dans les réponses et on connaît assez bien la réglementation, ce qui a séduit pas mal de grands comptes. Donc, on est spécialisé dans les grandes entreprises. On a aussi des ETI. Je sais qu'il y a pas mal d'ETI dans notre assistance. Donc, vous voyez les logos prestigieux à droite. Concrètement, qu'est-ce qui a séduit ces grands comptes-là? C'est la mise en œuvre d'un compte mobilité. Donc, c'est la solution que nous proposons. Quels sont les avantages du compte mobilité? Ils sont à 3 niveaux. D'abord, des avantages pour les salariés. Donc, ça permet d'améliorer leur qualité de vie au travail, d'utiliser le transport de leur choix pour des trajets plus agréables. C'est le cas pour les entreprises aussi, qui permet d'optimiser le temps de gestion de la mobilité domicile-travail et de booster la marque employeur. Et c'est aussi bon pour la planète. On est tous concernés par ce sujet-là et Emar a bien souligné qu'il y a une vraie prise de conscience environnementale importante. Eh bien, la capacité de mettre en place un compte mobilité qui va orienter les salariés vers des mobilités plus durables permet de réduire durablement l'impact carbone de la mobilité sur l'environnement. Donc voilà la raison pour laquelle les entreprises que vous voyez en haut, globalement, mettent en place un compte mobilité. Alors, si on doit choisir aujourd'hui sur la mise en œuvre d'un tel projet, au-delà des aspects juridiques que Lauriane nous a bien rappelés au début, il y a 3 sujets sur lesquels il faut que vous soyez attentifs à notre sens.
et sur lesquels les entreprises nous consultent aujourd'hui. Le premier point, c'est un sujet d'universalité. En gros, l'ambition, l'envie, c'est de pouvoir externaliser l'ensemble de la mobilité de l'entreprise, donc bien veiller à avoir une solution qui permet vraiment universalité et de vraiment toucher tous les cas d'usage, partout, tout le temps et tous les cas d'usage. Le deuxième point, c'est un sujet d'accompagnement, notamment de conduite du changement auprès de vos salariés. Très concrètement, on va avoir aujourd'hui des salariés qui vont avoir besoin d'être aidés pour justement essayer d'opérer cette transition mobilité qui est nécessaire, qui est attendue par beaucoup de salariés, mais sur lesquels on a besoin finalement de les aider, de les accompagner. Et puis le troisième aspect, la mobilité, c'est un sujet qui touche aujourd'hui énormément de champs et sur lesquels vous avez déjà des engagements en tant qu'entreprise. Eh bien, nous vous conseillons de vérifier, de vous appuyer sur des gens qui sont experts de façon à pouvoir opérer cette transition en toute sérénité. Alors, pour zoomer sur chacun de ces points, et je vais essayer d'être le plus exhaustif possible, n'hésitez pas à poser des questions. L'universalité, qu'est-ce qu'on entend? C'est vraiment une solution qui va être portée, qui va permettre d'externaliser toute la mobilité. Donc, pour toutes les dépenses, quelle que soit la mobilité, stationnement, carburant, vélo, équipement, abonnement de transport en commun aussi, une solution qui est globale et qui permet de toucher 100% de la mobilité de vos salariés. Deuxième attention à porter, c'est le fait d'avoir une solution valable réellement partout. Chez Betterway, par exemple, nous avons plus de 20 000 points de vente sur l'ensemble du territoire qui permet à l'ensemble des salariés de pouvoir vraiment trouver la solution de mobilité qui lui convient le mieux, quels que soient vos salariés. Et puis le dernier point, de couvrir tous les cas d'usage. C'est important de se dire qu'avec la même solution, et vous voyez que c'est assez compliqué, on va pouvoir toucher à la fois les abonnements, les paiements à l'acte, les avances de frais et la mise à disposition de moyens de paiement type IBAN ou carte de paiement. Deuxième argument, deuxième critère de choix, c'est l'accompagnement. Une solution performante pour la mise en œuvre des politiques de mobilité dans les entreprises, forfait mobilité durable, crédit mobilité, abonnement de transport en commun, prime carburant ou autre, eh bien, c'est une solution qui va accompagner les salariés de bout en bout. Donc, de bout en bout, c'est à la fois en amont l'analyse des comportements des collaborateurs, l'aide à la prise en main du compte mobilité, évidemment, des conseils personnalisés à chaque employé. Chaque employé a une vie différente, a un trajet domicile-travail qui est différent, a des envies, a des besoins, a des rythmes qui sont différents et qui méritent d'avoir des conseils personnalisés. L'accès à un réseau de partenaires qui va permettre de lever les freins à l'adoption, donner de l'argent aux salariés pour le dépenser dans de la mobilité durable, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante à la mise en œuvre d'une politique de mobilité, et le fait de s'appuyer sur des partenaires de covoiturage, d'achat de vélo, par exemple, de réparation de vélo, d'assurance, etc., est un gage de succès de votre politique de mobilité. Et puis le dernier point, évidemment, il faut avoir aussi un partenaire, un accompagnement qui va jusqu'au bilan de l'usage de la plateforme pour essayer de voir si on peut optimiser encore plus cette politique de mobilité. Alors donc, on en a parlé, universalité, accompagnement. Et le troisième conseil qu'on a à vous donner dans les quelques minutes qui me restent, c'est l'aspect expertise. Pourquoi l'expertise? Pour apporter vraiment de la sérénité. L'idée aujourd'hui, c'est de dire, OK, prenez une plateforme qui est la plus flexible possible pour gérer les cas complexes, les spécificités, excusez-moi, de votre politique de mobilité. On en a parlé dans les questions. Globalement, vous allez mettre en place une politique de mobilité. Il faut qu'elle soit multiprofil, que vous soyez capable de gérer la proratisation, par exemple, un salarié qui rentre au milieu de l'année ou qui sort au milieu de l'année, que vous soyez capable de gérer des soldes de tout compte, plusieurs entités. Il y a des grands groupes qui nous écoutent. Tous ces détails ne sont pas des détails parce qu'en général, c'est là où vous allez avoir
de la complexité ou justement de la simplicité sur la solution. Le deuxième point, c'est la conformité. Très important que vous soyez conforme aux réglementations, et Dieu sait qu'elles sont complexes, vous l'avez vu, et d'où la présence de Lauriane. Évidemment, il faut s'assurer d'être le plus conforme possible, à la fois de s'appuyer sur un acteur qui est référencé à la Banque de France, de pouvoir gérer tous les aspects RGPD et puis tous les aspects URSSAF qui sont importants, notamment les déclarations sur l'honneur dont on parlait. Et puis le dernier point, de l'expertise, notamment dans l'accompagnement, dans le déploiement de la solution. Les dispositifs de mobilité type forfait mobilité durable, abonnement transport en commun, prime transport doivent être inscrites sur la fiche de paye du salarié, ce qui implique une coordination et une intégration avec les SIRH et le logiciel de paye. Eh bien, justement, cette expertise-là est importante pour justement pour que tout cela se passe bien et que ce soit vraiment le plus fluide en toute sérénité. Voilà, j'en ai fini pour cette partie. Je pense qu'on peut passer sur les questions. Élie, je te laisse faire le maître, la maîtresse de cérémonie. Tout à fait. Merci Denis, merci également à Aymar et Lauriane pour leur intervention. D'ailleurs, pour répondre aux questions, Lauriane et Aymar, si vous pouvez remonter sur scène, ou sinon je vais vous faire remonter sur scène. Hop. Merci beaucoup. Du coup, au niveau des questions qui sont remontées, celle-ci s'adresse plus à Lauriane. Il y a des personnes qui demandent à faire une petite repasse sur les cumuls de plusieurs dispositifs, notamment au niveau de l'abonnement transport en commun et du FMD, ainsi que de la prime transport et de l'abonnement transport en commun. Oui, alors j'ai essayé de répondre déjà à un certain nombre de questions du plus rapidement que j'ai pu pianoter sur le clavier. J'espère que ça va vous satisfaire. J'ai essayé de faire court, étant précisé que ce dispositif du forfait mobilité durable ou du crédit mobilité, comme ils sont assez récents, on a pour le moment pas forcément tout le recul nécessaire. Et encore une fois, c'est important de pouvoir être un petit peu encadré quand même par des acteurs juridiques, alors soit extérieurs auprès d'un cabinet d'avocats ou en interne auprès de votre juriste de droit du travail. Mais comme il y a une logique, alors on a prononcé beaucoup le mot URSSAF jusqu'à présent, mais il y a vraiment une logique d'exonération de cotisation de sécurité sociale. Donc je vous encourage quand même à faire très attention avec ces plafonds d'exonération. Alors pour les règles de cumul, le cumul le plus classique et auquel vous allez être confronté en tant qu'employeur, c'est le fait qu'il y a une prise en charge de l'abonnement de transport public, parce que de toute façon, vous avez l'obligation de rembourser 50%, et elle va se cumuler avec votre forfait mobilité durable dans votre entreprise. C'est-à-dire que vous pouvez faire coexister les deux. Je rembourse l'abonnement de transport en public de mes collaborateurs et j'ajoute un FMD. Lorsque j'ai ces deux remboursements, on va dire, qui coexistent, j'ai un cumul qui est aujourd'hui, depuis la loi de finances rectificative, donc depuis le 1er septembre, qui est porté à 800 € par année civile et par collaborateur, lorsque je cumule ces deux-là. Lorsque je cumule le FMD et la prime transport, il est uniquement de 700 € par année civile et par salarié, et uniquement pour les années 2022 et 2023. Donc, ce n'est pas pérenne comme est prévu la coexistence réelle et qui existait historiquement, on va dire, entre FMD et abonnement transport public. Très bien, merci, merci Lauriane. Il y avait d'autres questions sur le compte mobilité, peut-être plus pour toi, Denis. Comment les entreprises chez Betterway, elles fixent ce montant? Alors, le montant merci pour la question. Le montant du compte mobilité est fixé d'abord en amont par l'entreprise dans le cadre d'une DUE ou d'une consultation avec leurs représentants du personnel. Et ensuite, nous, chez Betterway, nous gérons
l'ensemble des règles proposées par l'entreprise. Je rebondis sur une autre question sur laquelle j'étais en train de répondre dans le live, mais je pense qu'elle intéresse tout le monde. On gère les abonnements de transport en commun et le forfait mobilité durable et le cumul entre les deux. Cela veut dire que quand un salarié veut dépenser de l'argent pour de l'abonnement de transport en commun, nous sommes capables d'identifier que c'est de l'abonnement de transport en commun et donc d'opérer le partage que l'entreprise nous impose, par exemple 50-50 dans la plupart des cas. Et puis, quand c'est de la dépense de forfait mobilité durable, nous sommes capables d'identifier qu'il s'agit du forfait mobilité durable et nous faisons jouer les deux budgets, l'un par rapport à l'autre, de façon à pouvoir justement fournir la solution la plus simple pour les salariés et surtout pour l'employeur qui n'a qu'une seule écriture en paye et qui gère et qui n'a qu'un seul système de gestion. Merci Denis. Je suis en train de regarder s'il y a d'autres questions qui sont récurrentes. J'ai vu des questions, moi, sur le vélo de fonction et le forfait mobilité durable. J'en ai vu plusieurs. Ah, mais écoute, si tu veux prendre la parole là-dessus, je te laisse prendre la parole là-dessus. Alors, je peux prendre la parole et Lauriane, tu peux éventuellement compléter si tu as des éléments. Vélo de fonction et forfait mobilité durable sont des dispositifs qui ne sont pas compatibles. Ça veut dire que concrètement, la position de l'URSSAF est très claire sur le sujet. Si la dépense n'est pas réalisée par le salarié dans le cadre du déplacement domicile-travail, donc par exemple dans le cadre du vélo de fonction, eh bien, le salarié ne peut pas être éligible au forfait mobilité durable. Donc en gros, vous devez choisir entre les deux dispositifs et le salarié va devoir choisir entre les deux dispositifs. Donc on ne peut pas financer un vélo de fonction avec du forfait mobilité durable. Très bien. Élise, un petit commentaire, parce que je vois beaucoup de questions justement sur la porosité entre les dispositifs de remboursement de l'abonnement de transport en commun, de FMD, de prime carburant, etc. Retour d'expérience de la part des clients Edenred, ce qui leur a plu quand on a mis en avant la solution Betterway, c'est évidemment cette flexibilité, cette capacité en fait à confier à un prestataire un budget de mobilité et ensuite de savoir que ce prestataire est capable de l'allouer de façon flexible et temps réel sur les différents dispositifs fiscaux et réglementaires qui existent. Et je pense que c'est toute la force de la solution et c'est toute la réponse qu'on apporte justement à ce contexte post-crise sanitaire, qui est vraiment d'avoir cette flexibilité, de pouvoir cumuler des dispositifs qui, par nature, ont été écrits et réglementés de façon séparée. C'est ça qui est très important et c'est ça qui résonne beaucoup aujourd'hui aux oreilles du marché. C'est ce qu'on appelle le compte mobilité. C'est pour ça que les termes sont importants. Dans ce compte mobilité, on peut y mettre des dispositifs légaux qui s'appellent le forfait mobilité durable et l'abonnement de transport en commun. Okay. Donc, en fait, dans l'écriture juridique que vous allez en faire, notamment dans le cadre d'une DUE, attention de ne pas dire que le forfait mobilité durable inclut les abonnements de transport en commun. Ce n'est pas le cas. Vous allez dire, nous mettons en place un compte mobilité dans lequel pourront être versés le forfait mobilité durable et ou l'abonnement de transport en commun. Exactement, je me permets de rebondir. Emar, c'est un très bon point ce que vous avez soulevé parce qu'effectivement, et je répondais à cette question justement à présent, c'est-à-dire que, par exemple, si on prend l'exemple du crédit mobilité, il n'a pas la même qualification juridique, c'est un avantage en nature, ce que n'est pas le forfait mobilité durable. Et donc, si vous ne dédiez pas, si vous ne confiez pas la gestion de tous ces dispositifs à une application, ou en tout cas à un système centralisé comme Betterway, alors en écriture de paye, vous allez avoir des lignes nécessairement distinctes. Ça veut dire des rubriques de paye à préciser et à renseigner de manière distincte parce que vous n'avez pas les mêmes règles d'exonération sociale et fiscale qui vont s'appliquer au regard. Ça peut faire un empilement, déjà que les bulletins de paye sont assez fournis, comme on le sait tous, ça peut vraiment faire un empilement des dispositifs
avec des règles, parce qu'on a des règles d'exonération qui sont différentes. Et je ne suis pas sûre que ce soit le meilleur moyen d'organiser la mobilité des collaborateurs. À mon avis, c'est plutôt un moyen d'avoir un risque URSSAF, parce que c'est extrêmement difficile pour des dispositifs qui sont nouveaux de bien naviguer entre lesquels peuvent se cumuler, lesquels peuvent s'inclure, parce que le cumul et l'inclusion, c'est deux concepts complètement différents. Donc, il faut bien les maîtriser. Et il faudra aussi les écrire comme ça, de manière bien distincte, dans les accords collectifs ou dans les décisions unilatérales. Donc, bien faire attention de quoi on parle, de quel dispositif on parle et de quel traitement réglementaire on parle aussi. Très bien, il nous reste encore 5 petites minutes. Est-ce qu'il y a des questions qui n'auraient pas été répondues? Et je vois qu'il y en a plein, donc on essaiera de le faire a posteriori après. Oui, c'est ça. Si jamais on va refaire une repasse des questions à la fin de l'événement, et s'il y a des questions auxquelles on n'a pas pu répondre par écrit ou par oral, on vous fera un petit mail récap avec les questions qu'on n'a pas pu traiter, parce que c'est vrai qu'on a reçu des dizaines et des dizaines de questions. C'est la raison pour laquelle tous les trois on est là, en fait. C'est que ce dispositif-là pose beaucoup de questions, d'où le fait de s'appuyer à la fois sur des experts pour le mettre en œuvre et d'avoir recours, et on le recommande le plus souvent à nos clients ou à nos prospects, d'avoir recours à une consultation juridique en amont pour pouvoir être bien sûr que le dispositif que vous êtes en train de mettre en place répond aux bonnes normes et est bien écrit. Donc voilà le but du webinaire. Je pense qu'il a été bien rempli. On a d'autres questions concernant le partenariat Betterway et Edenred. Oui. Comment on compte aborder le titre, enfin j'en prends une, mais il y en a quelques-unes. Comment on compte aborder le titre mobilité à travers de l'offre Betterway chez Edenred? Peut-être plus Le choix qui a été fait par Edenred, c'est justement d'enrichir l'offre titre mobilité. Donc, le titre mobilité, pour ceux qui ont suivi la présentation de Lauriane, ne porte que sur le FMD. Et donc, c'est tout l'intérêt de ce dispositif, c'est de proposer à nos clients une solution flexible qui permet d'aller au-delà du FMD, donc au-delà du titre mobilité, en incluant notamment les notions d'abonnement au transport en commun. Je crois qu'il y a une question aussi, pour compléter, il y avait des questions sur la prime carburant. Pour revenir là-dessus, parce que c'est une énorme nouveauté de la loi de finances rectificative de cet été, que vous avez peut-être loupé. En fait, cette prime carburant existe depuis assez longtemps, une dizaine d'années, je crois. Elle permet aux employeurs de participer à hauteur elle permettait aux employeurs de participer à hauteur de 200 € pour un véhicule thermique et 400 € pour un véhicule électrique au trajet domicile-travail de leurs employés, mais elle était extrêmement restreinte aux employés qui n'avaient pas accès à du transport en commun, soit du fait d'habiter très loin de leur lieu de travail, soit du fait de ne pas pouvoir disposer, de ne pas pouvoir aller en transport en commun parce que, par exemple, ils ont des horaires de nuit ou des horaires décalés. Eh bien, cette prime transport a été non seulement doublée, donc on est passé à un plafond de 400 € pour les véhicules thermiques et 800 € pour les véhicules électriques, mais aussi elle a été plafonnée vis-à-vis du forfait mobilité durable et de l'abonnement de transport en commun, et elle a été élargie à l'ensemble des employés. C'est-à-dire qu'en tant qu'employeur, vous pouvez distribuer une prime carburant à tous vos employés qui viennent en mobilité, en voiture au travail. Chez Betterway, nous avons pris le parti de distribuer cette prime carburant également, mais uniquement en l'intégrant à un compte mobilité global qui intègre du forfait mobilité durable et de l'abonnement de transport en commun. Notre enjeu, c'est d'accompagner les automobilistes vers des mobilités plus durables en rentrant finalement dans leur dispositif. Donc, vous avez demain
vous pouvez mettre en place, et on commence à le mettre en place chez certains clients, un dispositif qui peut être un compte mobilité global, qui va permettre à un salarié peut-être de payer une fois de temps en temps un plein de carburant, une autre fois une location de vélo électrique, et puis une troisième fois un abonnement de transport en commun, le tout dans le même dispositif et avec les mêmes déclarations a posteriori. Ok. Merci Denis, merci Lauriane, merci Emar. Je pense que pour tenir le timing et pile poil dans les temps, on va clôturer ce webinaire. Donc, si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à vous adresser directement à Lauriane, Emar ou Denis. Si y a d'autres questions, vous avez également mes contacts. Tout est sur cette slide. En tout cas, je vous remercie encore une fois pour l'engouement qu'il y a eu autour de ce webinaire. On a eu beaucoup de participation. On a aussi beaucoup de personnes qui n'étaient pas disponibles à cet horaire et qui voulaient recevoir le replay, ou d'autres personnes apparemment qui ont des petits bugs techniques au moment de la connexion. Le replay vous sera envoyé à tous 5 minutes après la fin de cet événement. Si jamais il y a un quelconque problème, ce qui ne devrait pas être le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je vous l'enverrai en direct. Au revoir. Au revoir, merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.